suis conseiller au Comité économique et social européen. Je représente les ONG environnementales. Et sinon, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication et membre du think tank de la Fondation Nicolas Hulot. Je pense que le modèle de transition écologique que nous vivons actuellement a peut-être été vu d'une manière trop top-down, trop économique, trop juridique, trop technique. Et je pense qu'on ne peut plus analyser la nécessité de la transition écologique si on ne s'intéresse pas à notre imaginaire. Et là-dedans, la publicité, à mon sens, a un rôle très important. Pourquoi? Parce que c'est la publicité qui nous engage à un bonheur par la consommation. Et peut-être que cet impératif de consommation que développe le message publicitaire peut être questionné justement par rapport à cette nécessité d'une société sobre et désirable. En tout cas, on a là une question importante qui méritait d'être posée. En tant que tel, oui. Justement parce que le modèle publicitaire actuel, sa principale caractéristique, c'est d'inciter à la consommation. Donc oui, il y a une responsabilité. Après, il faut peut-être considérer que ce n'est pas la seule responsabilité, que la publicité a aussi d'autres objectifs. La publicité, elle est utilisée par les entreprises, mais elle peut être également utilisée par des ONG environnementales, par des associations de consommateurs. C'est-à-dire que la publicité n'est qu'un modèle. On ne peut pas lui faire porter une responsabilité qu'elle n'a pas. Et puis, la publicité peut aussi servir à promouvoir des comportements, à servir la sensibilisation. Donc, la publicité a un rôle, la publicité a une responsabilité, mais il y a d'autres choses qui concourent à cet imaginaire, les séries télévisées, les films, une représentation que nous pouvons avoir du monde, notre histoire culturelle. Donc, la publicité a un rôle, mais il ne faut pas le surestimer et il faut également considérer que d'autres choses peuvent également intervenir dans cette responsabilisation. Justement, la communication, les sciences de la communication peuvent avoir un rôle justement dans cette sensibilisation importante du consommateur et du citoyen. Mais pour ça, il faut que la communication évolue et que j'ai un peu l'habitude de rappeler que la communication doit revenir à ses fondamentaux. C'est-à-dire que considérer que le fait de propager une information, le fait de faire savoir n'est pas utile en soi simplement pour la modification de comportement. Il y a autre chose. Il y a 3 objectifs en communication, pour le dire rapidement. Il y a faire connaître, il y a faire accepter et il y a faire mettre en œuvre. Et on n'agit pas de la même manière, on n'utilise pas les mêmes supports de communication pour informer les gens et pour que ceux-ci modifient leur comportement. Donc il faut peut-être se débarrasser de cette vision techniciste de la communication. Et pour le dire autrement, c'est peut-être remettre du lien social dans les dispositifs de communication. Je pense que peut-être les réseaux sociaux ont un rôle là-dessus. Je pense que le big data a également un rôle dans cette évolution, dans cette prise de conscience. Je pense que la notion de la temporalité en communication est super importante parce qu'on vit une accélération temporelle. Cette accélération du temps, cette société liquide dont parle Zygmunt Bauman, fait que peut-être on doit, dans les sciences de la communication, se réapproprier une certaine lenteur, une certaine vision du temps long dans la communication. Et le lien social, il est au cœur de ça. Et dans les réseaux sociaux, peut-être faire attention à ce que les réseaux sociaux, alors que l'objectif est justement de mettre du lien et d'amplifier, peut-être que c'est peut-être l'inverse qu'on peut voir, c'est-à-dire une certaine atomisation des comportements à travers des communautés qui ne restent que virtuelles. Donc la notion de lien social, elle est super importante. Et là aussi, on revient aux fondamentaux de la communication. Les fondamentaux de la communication, c'est au début du XXe siècle, c'est 1906, la charte des relations publiques d'Ivy Lee. C'est la communication, c'est d'abord des relations publiques. C'est-à-dire on est dans l'espace public et on parle de relations. Donc peut-être important de considérer qu'il ne peut pas y avoir de communication sans relation et donc sans lien social. Avec le big data, c'est une autre forme de publicité. Et c'est peut-être même une évolution de la définition de la publicité. Pour le dire de manière plus claire, la définition de la publicité qu'on peut trouver dans les manuels de base comme le Publistore, c'est la publicité comme mass média. En fait, le big data, c'est autre chose. C'est plus un média de masse, c'est de la publicité segmentée. C'est en fonction de votre parcours auparavant que vous allez percevoir de nouvelles formes de publicité. Donc ça veut dire que cette notion de collectif que propageait la publicité est en train d'être totalement chamboulée, justement avec un big data qui ne donne des informations que rétroactivement par rapport à votre parcours antérieur et surtout d'une manière extrêmement atomisée.
C'est la raison pour laquelle le comité d'éthique de la publicité de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité vient de faire, il y a quelques mois, un avis pour alerter justement sur la transformation de la publicité par le big data. On est là sur un enjeu majeur parce que ce n'est pas un enjeu de support technique de publicité, on est là sur une question de lien social et c'est beaucoup plus important. Alors j'ai accepté l'invitation de C3C, d'abord parce que ça faisait 2 années que Daniel Luciani m'a demandé de venir, donc à la fin j'ai craqué, et j'ai accepté. Et puis deuxièmement, et de manière un peu plus sérieuse, parce que là on avait une occasion qui était assez exceptionnelle pour moi, de pouvoir dialoguer avec Jacques Fradin, c'est-à-dire une personnalité des neurosciences, et que dans la communication, comme dans beaucoup de domaines universitaires académiques, on est sur des disciplines qui sont souvent trop cloisonnées. Et le fait de faire dialoguer les sciences de l'information et de la communication avec un chercheur en neurosciences, pour moi, c'est juste une occasion extraordinaire. Il ne peut y avoir de véritables progrès sur des phénomènes de communication comportementale, de modification de comportement dans le sens d'une meilleure responsabilité sociale et environnementale qu'à partir du moment où on est dans ce qu'Edgar Morin appelait la pensée complexe, c'est-à-dire un décloisonnement des disciplines de communication, entre autres. Alors déjà, elle m'a assuré de certaines choses, elle m'a conforté dans certaines idées, c'est-à-dire cette idée qu'on ne pouvait progresser en sciences de la communication, et donc dans cette idée de communication comportementale, qu'en communication on connaît depuis les années 1930-1940 les travaux de Kurt Lewin, et le fait de faire cette passerelle avec le comportement effectif qu'on peut retrouver à travers les analyses du cerveau, et quelles régions du cerveau stimuler, etc., pour moi c'est extraordinaire. Après, autant c'est extraordinaire, autant il faut mettre en garde, c'est-à-dire qu'une approche purement technique des neurosciences peut avoir aussi un effet très néfaste. Parce que derrière ça, c'est comment améliorer. Et là, on est sur l'homme augmenté, on peut être sur des notions de transhumanisme. Donc un intérêt très fort, et ça je remercie vraiment la conférence, parce qu'il y a une innovation qui est très forte dans ce dialogue des disciplines. Et en même temps, restons aussi sur nos gardes, parce que ce n'est pas simplement par un échange que le progrès viendra, c'est aussi le fait de permettre dans chaque discipline de retirer ce qui peut être intéressant dans d'autres. Elle est innovante d'abord parce qu'elle permet le décloisonnement, elle permet un réel dialogue. Elle est innovante parce qu'elle a permis un réel échange, parce qu'on participe à beaucoup de colloques. Et moi qui étais très longtemps professeur, qui reste encore professeur même si je n'exerce plus, on est trop habitué aux cours magistraux et à déverser notre savoir, nos connaissances, à préparer des exposés souvent assez longs. Et là, le fait d'avoir 2 interventions un peu resserrées, mais surtout un grand espace de débat derrière, et j'ai retenu des questions très intéressantes du public et qui m'offrent de nouvelles pistes de recherche.